C'est pas le même rapport au temps, Alors, en fait. C'est vraiment très, très particulier. Bruno Fulini, on vous a pas encore entendu, parce que de toute façon, vous, c'est plutôt l'aventurier du XVIIIe siècle qui vous a intéressé. Vous n'êtes jamais parti très, 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 très loin, en tout cas pas dans ces pays-là. Georges Péan, XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'il écrit, lui, avec son premier contact avec les Inuits? Qu'est-ce qu'il observe? Alors nous sommes en 1782. Ça va faire environ un siècle qu'un Français n'est pas venu dans les parages parce que la baie d'Hudson a été fermée par les Britanniques. Et en plus, lui, il vient pour faire la guerre. C'est un marin du roi. On est en pleine guerre de l'indépendance américaine qui en fait est une guerre mondiale. On se bat partout, dans les Antilles, aux Indes. Et puis, il est sous le commandement de quelqu'un qui s'appelle, La Pérouse. Et La Pérouse a eu une idée, alors il a même une idée derrière la tête, il a vendu au Royaume de France l'idée d'une expédition secrète dans le Grand Nord. Donc on entre en baie d'Hudson avec 2 frégates, faut imaginer, ces bateaux à voile, une quarantaine de canons. Bon, les 2 frégates entrent dans la baie d'Hudson et le but avoué de l'expédition, c'est de s'emparer des forts britanniques qui sont sur le littoral, dont le fort Prince de Galles, dont les soubassements existent toujours. Il y a de magnifiques photos aériennes aujourd'hui où on voit un fort en étoile, en pierre, complètement perdu au milieu de la glace, du côté de la pointe Esquimau, ça correspond au littoral de l'actuel État canadien du Manitoba. Lui va là-bas pour ça, pour prendre ces forts. Il ne sait pas, bien sûr, que La Pérouse a un autre projet beaucoup plus grandiose. S'il envoie des bateaux là-bas, s'il va là-bas, c'est parce qu'il rêve de trouver ce fameux passage qui permettrait d'aller ensuite dans le Pacifique. Ça, il ne le trouvera pas. Et donc, notre marin Péan, qui consigne ça dans ce manuscrit que j'ai découvert, qui était totalement inédit, évidemment, c'est la surprise. Il découvre cette population, donc il appelle bien sûr des Esquimaux. Le terme, à l'époque, n'est pas considéré comme péjoratif par les Français, bien sûr. Et il est très étonné, d'abord par leur alimentation, effectivement, donc il décrit leur goût du sang, de la chair gâtée, mais il essaye de comprendre. C'est un homme du XVIIIe siècle, donc il est très observateur. C'est un homme éduqué, bien sûr. C'est un officier de la marine qui est un grand lecteur. Il essaye de comprendre. Il essaye de faire comprendre à ces lecteurs qui ont beaucoup de mal à s'imaginer ce que peuvent être ces Esquimaux, comment ils vivent, les hommes, les femmes, les petits canots dans lesquels on est en quelque sorte, on fait corps finalement, avec des pots, les petits canots qu'on peut sortir à la main lorsqu'on franchit un barrage de glace. Et puis il est très intéressé aussi par les échanges, parce que dès 1782, ces Esquimaux sont intéressés par ce qu'amènent ces Européens. Et en particulier, alors évidemment lui ça l'étonne beaucoup, les Anglais sont beaucoup enrichis avec ça. Ce qui manque dramatiquement à un Esquimau, c'est du fer, du métal. Et donc, pour des petits morceaux de ferraille, des clous, des cercles de barriques, des choses qui n'ont aucune valeur, ils vont donner des pots, des barbes de baleine, des rostres, enfin des choses qui ont une énorme valeur en Europe. Et donc, il y a un commerce complètement étonnant qui se fait là, dans une drôle de langue, un mélange de français, d'anglais et de groenlandais. Je voulais prendre une note, justement, Jean-Louis Etienne, juste avant que Bruno Fulini ne commence. Vous aviez écrit quelque chose sur un papier. C'était à propos de quoi, en fait? Pour vous souvenir, j'imagine. Oui, pour me souvenir. Je vous vois sourire. Et est-ce que tu as mangé du caviac? Du kiviak? Ah oui, kiviak. Non. Alors, ils ont mieux que ça dans mon village. Alors, qu'est-ce que c'est que le kiviak? Le kiviak, c'est des petits mergules. Des petits oiseaux. Ouais, des petits oiseaux, pardon. Qu'on met à l'intérieur d'un phoque, juste ouvert, comme ça. On a enlevé la viande, on a gardé la peau non dégraissée. On met les petits oiseaux dedans, on referme, et puis on laisse 6 mois sous des pierres. Macéré. Et donc, vous pouvez imaginer cette viande d'oiseau, ça faisant des durs, quoi. Donc déjà à l'époque à l'intérieur d'une. Et c'était un mets qui était extrêmement demandé. Voilà, et encore maintenant. Maintenant, je suis curieux de savoir si ça existe toujours. Pour mon anniversaire, par exemple, ils m'ont fait du mikiak. Alors, ça se fait plus que dans mon village. En fait, la recette est hyper simple. Je vais le faire très rapidement. Vous prenez un seau, vous mettez une couche de gras de beluga, les intestins non vidés, parce que sinon ça n'a pas de goût. Une couche de gras de beluga, les reins, une couche de gras de beluga, vous fermez le seau bien fort, vous laissez chez vous pendant au minimum 2 mois. Et après, vous ouvrez. Non, justement, non, surtout pas, malheureuse. Mais quel anniversaire de merde vous lui auriez fait. Il faut que la viande, je reprends ton expression, soit gâtée. Et là, oui, et là c'est costaud. Là, je défie quiconque de manger ça, quoi.